Bonjour. Alors, le chapitre 5 sera consacré aux termes spectraux, c'est-à-dire à la spectroscopie atomique. Alors, nous allons essayer de dresser certaines règles pour déterminer, ou pour plutôt faire une correspondance entre la structure atomique et l'énergie absorbée par un atome, hein, surtout quand cette énergie est absorbée et sous forme de rayonnement. Autrement dit, ou à l'inverse, quand l'atome est excité, l'énergie restituée et devrait être obéir à certaines règles, ce qu'on va essayer de déchiffrer aujourd'hui. Donc, on montre que ces rayonnements ou les fréquences, si vous voulez, ou les longueurs d'onde des rayonnements absorbés dépendent de la structure de l'atome. Donc, soit on part de la structure de l'atome pour déterminer le rayonnement, ou l'inverse. On bombarde l'atome avec de rayonnement, en précisant bien sûr les fréquences, et ce qui nous permettrait de déterminer la structure de l'atome. Alors, ces structures de l'atome méritent donc d'être connues. Pour cela, il est question d'analyser en détail les configurations, comme vous le savez, donc les configurations sur lesquelles se présente l'atome. Alors, pour l'atome monoélectronique, si vous vous rappelez bien, nous avons déterminé, ou nous avons essayé de résoudre l'équation de Schrödinger, et au cours de la résolution, on avait montré que les passages mathématiques imposent quelques nombres quantiques qu'il faudrait tenir en compte. Ces nombres quantiques, on avait déterminé 3, et le quatrième c'était celui de spin. Donc rappelez-vous qu'on avait déterminé N, L et M. Alors, ça c'était pour l'atome à un électron. Et après nous avons, si vous vous rappelez bien, nous avons étudié l'atome polyélectronique en adoptant une approximation qui était grossière. Hein. On l'avait vu en cours et en TD. Cette approximation concerne en quelque sorte à omettre le potentiel d'interaction entre les électrons, et le calcul a montré qu'on commet une erreur grossière, importante, qui pourrait aller jusqu'à 50% de l'énergie. Bon, dans ce cas l'hamiltonien, qui s'écrit sous forme d'hamiltonien, de somme d'hamiltonien monoélectronique, ce H0, et les potentiels d'interaction biélectronique. D'accord? Alors, comme l'hamiltonien monoélectronique est étroitement lié au nombre quantique L2, Lz, S2, Sz, ils commutent, hein, donc on pourrait avancer qu'ils admettent le même ensemble de fonctions propres, sachant que à chaque grandeur, ou plutôt à chaque opérateur correspondent les valeurs propres, hein, qui sont déterminées par les nombres individuels Li, Mi, Si et Msi. Nous allons essayer de passer de ce qui est individuel à ce qui est total. Voilà. Donc, on admet que le nombre quantique, l'opérateur moment orbital est la somme vectorielle des opérateurs individuels. D'accord? Et le spin, la même chose pour le spin. Donc, le spin total est la somme des spins individuels. Bon. Ceci nous permettrait d'avancer, parce que nous connaissons déjà les valeurs propres de L2, de Lz, donc d'avancer que également pour le spin, pour le nombre total, déjà on connaît ceux des nombres individuels, donc le nombre total ce sera un nombre, l'opérateur total, si vous voulez, l'opérateur total du moment orbital, donc admet comme valeur propre un nombre total L, facteur de L plus 1, on avait vu ça dans la série numéro 1, le deuxième exercice, que le nombre total aussi, donc si vous voulez bien, donc c'est le même schéma des valeurs propres qui sont là, hein, donc aussi bien pour L que pour Lz, ainsi que pour S et Sz. Donc tout opérateur vectoriel, hein, concernant la rotation de l'électron autour du noyau, autour de lui-même, hein, ont la même structure des valeurs propres. Ça c'est très important. Comment calculer L, ML, S et MS?
Alors c'est ça l'objet de ce paragraphe. Donc L, ML, S et MS sont on passe de ce qui est individuel à ce qui est total. Hein. Donc, comment c'est on fait des additions, qu'il y a des règles, par exemple, si il s'agit de deux électrons. Donc, le nombre total hein, ou le moment orbital total, c'est la somme vectorielle des deux, hein, de chaque électron. Dans ce cas, à partir des états propres spécifiés par le nombre quantique individuel, on pourrait passer à ce correspondant au nombre total. Donc on passe de Li à grand L. Rappelez-vous que L, grand L, correspond bien sûr à l'atome polyélectronique, c'est-à-dire quand on tient compte de tous les électrons, alors que L1, ML1 concerne l'électron, par exemple, 1. L2, ML2 concerne l'électron 2. D'accord? Alors, par définition, on fait une somme, ce qu'on appelle la somme triangle, la règle du triangle, c'est que le nombre total grand L est la somme des deux quand on a 2, est la somme de L1 plus L2, L1 plus L2 moins 1, L1 plus L2 moins 2, ainsi de suite, jusqu'à la valeur absolue de L1 moins L2. La même chose, pour ML, c'est ML1 plus ML2. Bien sûr, rappelez-vous que pour l'électron, pour un électron à côté d'un noyau, le petit ml, celui-là, est compris entre moins petit l et plus petit l. Donc la même chose ici pour grand ml, elle est comprise entre moins grand L et plus grand L. D'accord? Alors ceci est très important parce qu'on va, comme vous allez voir, on va essayer de chercher en quelque sorte donc, tous les états qui correspondent à ML et à MS. On va voir ça avec des exemples bien précis. Donc ceci est également vrai pour ce qu'on vient de raconter ici pour ML, grand L et ML est valable pour S et MS. Alors on va parler maintenant qu'est-ce que c'est qu'un terme spectral. Donc, un terme spectral, c'est un ensemble d'états. Quand on dit état, on dit configuration spatiale. Donc, c'est un ensemble de configurations caractérisées par le couple L et ML. Un ensemble de configurations caractérisées par le couple L et ML. De même, il est caractérisé par S et MS. Donc, un terme spectral qui sera défini comme étant sous cette forme-là. Donc, il est caractérisé par L ou ML, donc pour chercher la valeur de X, ou c'est quoi X, et S qui est le spin total. Ça, c'est ce qu'on appelle, on va voir, c'est la multiplicité. Donc, par définition, donc, un terme spectral est un groupe d'états, d'accord, qui dépendent des configurations électroniques correspondant à grand L et S. Grand S. Donc, L, S ou ML, MS, parce que rappelez-vous qu'il y a une relation entre les deux. Et donc, il est schématisé ou il est présenté sous forme de X avec cette notation, ça c'est le spin total, donc 2S plus 1, ce qu'on appelle la multiplicité. Donc X c'est un identificateur alphanumérique ou alphabétique qui dépend de la valeur de L, c'est-à-dire quand L est égale à 0, comme le cas de l'atome à un électron, L est égal à 0, X c'est S, quand L est égal à 1, il s'agit du terme P, quand X est égal à 2, il s'agit du terme D, etc. etc. Donc, S étant le spin total, pardon, étant le spin total, donc, pardon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, hein, non, ça, bon, c'est pas grave, ça ne doit pas faire figurer ici. Bon, S étant le spin total, MS prend toujours les valeurs de S plus 1. Les valeurs de MS, donc puisque MS est comprise entre moins S et plus S, donc elle prend 2S plus une valeur. On appelle ça la multiplicité. D'accord?
Donc, ce nombre, voilà, m est égal à 2s plus 1. C'est le nombre de valeurs de ms. Je répète, ms étant compris entre moins s et plus s, c'est le nombre de valeurs de ms. Donc, combien de valeurs? 2s plus n. Alors, ce nombre de valeurs, on va l'appeler m, s'appelle la multiplicité. Bon. Donc, le terme sera, bien sûr, selon la valeur de L, pardon. Si c'est 0, c'est S, si c'est 1, c'est P. Et bien sûr, la multiplicité également, si S est égal à 0, il s'agit d'un singulier, un terme singulier. Si S est égal à 2, à 1, pardon, s'il s'agit d'un triplet. Si S est égal à 1 demi, donc le spin total, 1 demi, par exemple, quand il s'agit d'un seul électron, donc c'est un doublé. Les 2 fois 1 demi, plus 1, ça fait 2. Ainsi de suite. Donc la multiplicité donc est le nombre d'états ayant la même énergie et la même fonction d'espace. D'accord? La multiplicité est donc le nombre d'états. C'est un nombre d'états. Bon, on va prendre un exemple. L'exemple donc de l'hélium excité, c'est-à-dire on prend un électron de la couche 1s qu'on va l'envoyer sur la couche 2s. Alors, nous avons donc L individuel, hein, je parle de L de l'électron 1. L de l'électron 1 est égal à 0. L de l'électron 2 également égal à 0. Donc L1 égale à 0, L2 égale à 0. Donc grand L est égal à 0. Il s'agit du terme S, hein, d'après le tableau qu'on vient de voir. D'accord? Donc maintenant le spin. S1 est égal à 1 demi, S2 est égal à 1 demi. Donc MS pourrait être, on verra après que MS pourrait être plus 1 demi ou moins 1 demi. Bon, en tout cas on va voir. Donc S total est égal à 1 ou 0. On en déduit que MS est égal. Donc pourquoi? Parce que 1 ou 0, parce que si, ça c'est S, MS est égal à 1 demi ou moins 1 demi. La même chose ici. MS est égal à 1 demi ou moins 1 demi. Si les deux électrons sont de spin parallèle, S est égal à 1. S'ils sont de spin antiparallèle, S égale à 0. Peut-être vous allez me dire S est égal à 1 ou moins 1. 1 et moins 1, c'est la même famille. On verra par la suite comment il suffit de chercher toujours la valeur positive pour déterminer la multiplicité et le terme. Donc, on en déduit que MS est égal à moins 1, c'est-à-dire les deux spins vers le bas, est égal à 0 de spin opposé, ou est égal à 1 de spin vers le haut. Donc, c'est un triplet. Donc, la multiplicité est égale à 3. Ou, également, quand on avait dit que les spins sont opposés qui donnent MS est égal à 0, il y a deux configurations où le spin sont opposés. L'électron 1 est égal à 1 demi, l'électron 2 égale moins 1 demi. Et inversement, l'électron est égal à moins 1 demi, l'électron 2 est égal à 1 demi. Donc il y a deux cas où MS est égal à 0. D'accord? Donc la multiplicité, donc il s'agit ici de deux termes, donc la multiplicité est égale à 2 fois 0 plus 1 est égal à 1. Donc ça veut dire que cette configuration, ou plutôt à cette configuration, correspondent deux termes. Donc S3 ou et S1, pardon. S3 et S1. Le S3, c'est un triplet parce que son S est égal à 1. Le S1 correspond à M est égal à 0, donc S égale à 0. Mais faites attention, il y a deux cas où S est égal à 0. Donc, s'il y a 4 configurations, elles ne correspondent pas toutes les 4 au même terme. Donc, 3, ils correspondent à un terme triplet, et l'autre, ils correspondent à un terme singulier. D'accord? Donc, nous sommes en présence donc. Ah voilà, donc nous sommes en présence à un terme triplet et un terme singulier. Alors, les caractéristiques pardon, pour le premier, L est égal à 0, S égale à 1, X, il s'agit S, M égale à 3, ce qu'on vient de faire ici, hein, pour celui-là, hein, le calcul là. Deuxième, c'est L égale à 0, S égale à 0, X est égal à S, et donc ce qui donne S1.
Donc, cette configuration, hein, lui correspondent deux termes, un S triplé et un S singulier. Bon, cette configuration correspond donc à ces états-là. Regardez, en jouant sur le spin, on va remarquer qu'on pourra avoir les quatre états. Donc le premier spin parallèle, donc S égale à 1. Le deuxième spin antiparallèle, donc une première configuration comme celle-là, et une deuxième configuration, l'autre. Bah, ils sont différentes hein, en spectroscopie. Donc, et l'autre état, c'est quand les spins, donc c'est l'opposé de celui-là, si vous voulez dire, donc les deux spins vers le bas. Hein, d'accord? Alors, voyons maintenant à quoi correspond phi1. Ce phi1-là, bon, ça c'est ce qu'on appelle une spin orbitale. C'est-à-dire, dans la spin orbitale, il y a la partie spatiale et la partie du spin. Donc, c'est phi1, donc, pardon, c'est qui1. Donc, nous sommes ici dans le cadre de l'atome à plusieurs électrons, c'est que la fonction d'onde est un produit de deux fonctions, puisque nous avons deux électrons, chaque électron est géré par sa fonction. Donc la fonction de l'espace de l'électron 1 fois la fonction du spin de l'électron 1, la fonction d'espace de l'électron 2 fois la fonction de spin de l'électron 2. Regardez ici, voilà la première fonction, l'espace spin, l'espace spin. Donc le spin, on ne le voit pas ici, mais on le voit ici. Donc les deux, ils sont alpha, donc les deux vers le bas. Les deux de spin opposés, il y a deux camps, et les deux de spin bêta sont orientés vers le bas. Donc on voit bien que pour phi1, Ms est égal à 1. Ms est égal à, donc phi1 appartient à S3. N'est-ce pas? Pour phi4, Ms est égal à moins 1. Fait partie également de S3. Bon, ce qui dit Ms égale à moins 1 dit S égale à 1, puisque Ms est comprise entre moins 1, 0 et 1. Donc, est comprise, pardon, entre moins S et plus S. Donc, Ms est comprise entre moins S et plus S. Ça veut dire que ces deux états-là correspondent au même terme. Donc, aux mêmes familles de configuration. Donc, ce qui constitue le terme spectral S3. Voyons le reste. Donc, phi2 et phi3. Là, il y a un problème. Phi2 et phi3 sont tels que Ms égale à 0. Hein, pour les deux, Ms égale à 0. On montre que ni phi2, donc ça c'est faux, il faut l'accepter. Hein, donc c'est le calcul hein, en mécanique quantique qui le montre. Phi2 et phi3 ne sont pas toutes les deux fonctions propres de S, mais leur combinaison l'est. Donc leur combinaison, hein, si on parle uniquement le côté spin, ni phi2 ni phi3 ne sont fonctions propres de S. Mais leur combinaison, elle est fonction propre de S. Donc on montre que le carré, quand je dis fonction propre, je vais prendre le carré pour que je puisse, parce que je connais les valeurs propres. On montre que S2, hein, appliqué à la combinaison plus, est égal à 2H bar carré. Rappelez-vous que la valeur propre de S, c'est L, c'est S facteur de S plus 1. Donc le carré de S, comme le carré de L. S'il s'agit de L, c'est L facteur de L plus 1, H bar carré. Ça, on l'a vu en TD1. Donc essayez de revoir l'exercice 2 en TD, c'est très important. Donc ça veut dire que S facteur de S plus 1 est égal à 2. Donc S est égal à 1. Si S est égal à 1, c'est la multiplicité 3. Ça veut dire que la combinaison plus correspond au terme S3. D'accord? Par contre, S2 appliqué à la combinaison en opposition de phase, on appelle ça combinaison en phase, combinaison en opposition de phase. Il est égal à 0. Donc ça veut dire que S facteur de S plus 1 est égal à 0. Donc la valeur propre ici c'est 0, la valeur propre ici c'est 2H bar. Donc ça veut dire que cette valeur propre qui est 0, qui est égale à S facteur de S plus 1, donne S est égal à 0. Donc on en tire que la combinaison plus appartient à S3, donc
S1, ça fait 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. Et la combinaison négative, 2 fois 0 plus 1, ça fait 1, donc elle appartient à S1. D'accord? Bon. Ceci étant, on va essayer maintenant de parler, puisque nous avons tout ce qui est orbital et tout ce qui est spin, on va essayer de tenir compte d'une caractéristique physique hein, quand il s'agit de la présence des deux, c'est que le moment orbital, ce qui dit moment dit l'apparition d'un champ magnétique. Le moment orbital et le moment de spin, hein, dans leur mouvement, les électrons créent ce qu'on appelle des champs magnétiques intrinsèques et champs magnétiques orbitaux, dus au mouvement orbital. D'accord? Alors, ces champs magnétiques interagissent entre eux. Ce qui revient à dire que il y a couplage des moments. Le moment orbital et le moment de spin dépendent l'un de l'autre. Quand les deux sont présents, il y a ce qu'on appelle un couplage. Donc, ce couplage-là a une conséquence relativement importante en spectroscopie. Vous allez voir qu'il va nous permettre de voir clair un peu comment elle est la structure électronique de l'atome. Donc, le mouvement de l'électron qui est chargé autour du noyau, comme vous le savez, donne naissance à un champ magnétique proportionnel à L, hein, qui peut interagir avec le moment magnétique intrinsèque. Ce que dit intrinsèque, ça veut dire qu'il est propre. Il est propre à l'électron. Voilà, il est propre à l'électron. Ces deux moments interagissent entre eux. Ils donnent ce qu'on appelle le couplage spin-orbite. On l'appelle également couplage Russell-Sanders ou tout simplement couplage LS. Mais L, ça veut dire orbite, S, ça veut dire spin. Donc, ce couplage nous oblige à prendre en considération un moment total, si j'ose dire. Le moment total J qui est égal à moment orbital plus le moment de spin. Donc, comme les autres moments, les valeurs propres seront donc de J2 sera J facteur J plus 1. La valeur propre de JZ sera JH bar. Hein. Donc pour J2, c'est J facteur de J plus 1 H bar carré. Et pour exactement comme les autres. D'accord? Donc, la somme étant vectorielle hein, de J. Donc, cette somme-là nous permet de dire que pour J, la valeur maximale, hein, la valeur propre maximale correspond à la somme quand les deux sont parallèles. Quand les deux sont parallèles, regardez le schéma, je pense il va être clair. Attendez, non, pas là. Quand les deux sont parallèles, et la valeur minimale, c'est quand les deux sont antiparallèles. C'est-à-dire les deux dans le même sens, et ils s'ajoutent, les deux dans le sens opposé, ils se retranchent. Donc c'est la valeur négative. Et il y a des valeurs intermédiaires. D'accord? Donc, toutes les valeurs prises par J hein, sont prévues par cette règle qui s'appelle Clebsch-Gordon, issue d'une analyse de la fonction d'onde. Hein, ça s'est vu en mécanique quantique. Et J donc est égal à, là quand ils sont parallèles, ils s'ajoutent, les valeurs propres. Hein. Là quand ils sont antiparallèles, elles se retranchent. Donc, sans tenir compte de comment dirais-je, attendez que je me retrouve, de la valeur réelle de L et de S, donc on prend la valeur absolue. Si cette différence est négative, on prend la valeur absolue. Donc les valeurs de J commencent par la plus grande, L plus S, L plus S moins 1, L plus S moins 2, ainsi de suite jusqu'à L moins S. C'est ce qu'on appelle la série de Clebsch-Gordon. Donc, un exemple ici, voilà, K a un électron. Donc, l'électron ici, regardez, il a son L et son S. Donc, il s'ajoute, il donne J. Donc, voilà la valeur. Là, il se retranche, voilà L, voilà S.
Donc voilà la différence. D'accord? Et entre les deux, il y a toutes les valeurs, hein, c'est-à-dire L plus S moins 1, L plus S moins 2, L plus S moins 3, etc. etc. D'accord? Alors dans ce cas, le terme spectral va être identifié avec J. Donc troisième, le troisième nombre, le troisième moment, qui est la somme des deux, va intervenir ici pour identifier le terme spectral. Comment? Voilà, on va le noter tout simplement, le terme spectral est noté comme ça. Donc x, 2s plus 1, j. J, sachant que j, c'est toujours L plus S. Et bien sûr, L plus S moins 1, L plus S moins 2 jusqu'à la différence. Alors, donc selon les valeurs de J, nous aurons plusieurs thèmes. Donc quand on tient compte de J, on tient compte du couplage spin-orbite. Donc orbite, ça, spin, ça. D'accord? Parce que ça dépend de L et ça dépend de S. Donc le terme étant ainsi identifié, d'accord? Nous avons donc que les niveaux décrits par ce terme-là, d'accord, vont se multiplier en tenant compte de J. On dit que la dégénérescence est levée. D'accord? Donc les niveaux seront scindés, ou scindés, ça veut dire seront divisés. Donc ils seront multipliés. Donc le multiplier, c'est mieux. Hein, en plusieurs niveaux. Donc la dégénérescence est levée parce que le couplage spin-orbite permet de le faire. Autrement dit, on analyse la structure atomique d'une façon très profonde, d'une façon très détaillée. Autrement dit, si le spectre de l'atome pour le tirer à l'aide d'un appareil, si l'appareil est de bonne résolution, autrement dit, si l'appareil tient compte, peut déchiffrer, si l'appareil peut déchiffrer le couplage spin-orbite, hein, les niveaux seront scindés. Il va nous donner des niveaux autour de niveau x2s plus 1 qui tient compte de j, c'est-à-dire un niveau qui était dégénéré si on ne tient pas compte de j. Si l'appareil tient compte de j, il sera scindé. Voilà, il sera scindé, c'est-à-dire qu'il va être multiplié. Autrement dit, c'est la dégénérescence qui est levée. Donc, je crois qu'il faudrait prendre un exemple, et on va prendre celui de P2, celui-là. Bon, malheureusement, ça, je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça. Donc, P2, il correspond à L égale à 1 et S égale à 1 demi. Donc, parce que S égale à 1 demi, 2 fois 1 demi plus 1 est égal à 2. P, ça veut dire L égale à 1. Donc, J est égal à la somme des deux. 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Alors, si je retranche 3 demi, si je retranche 1 de 3 demi, c'est-à-dire L plus S moins 1, je trouve 1 demi. Donc, c'est la différence. C'est également la différence entre les valeurs. Et donc, J ne peut prendre que ces deux valeurs-là. Ce terme, donc, est P2, 1 demi, 3 demi, ou peut-être 3 demi, 1 demi, ça dépend comment, ça on va le voir après, comment ils sont classés. Donc, deux valeurs de J, ça veut dire que ce terme qui était P2, hein, si on le voit sous cette forme-là, il est singulier. Mais si on tient compte du couplage spin-orbite, il devient doublé. Vous voyez? C'est comme ça. Voilà P2 sans couplage LS. Sans couplage LS. Avec couplage LS, on obtient 2. Donc la différence ici est due à l'interaction spin-orbite entre L et S. Bon, voilà, sans couplage LS. Donc l'exemple, le deuxième exemple, c'est D3. D3, L égale à 2, S égale à 1. Donc on voit que J prend 3 valeurs. 3, 2, 1. Donc 3 valeurs de J. Ça veut dire ce niveau qui était singulier si on ne tient pas compte du couplage LS devient triplé, hein, dans le cas où on tient compte du couplage LS. D'accord? Bon, on va s'arrêter là parce que
le temps ne permet pas. L'enregistrement, on ne doit pas avoir, on a déjà une demi-heure d'enregistrement, on va s'arrêter, on va reprendre après.